Hey tout le monde, c'est LG, et aujourd'hui je vais vous apprendre à choisir correctement votre écran. Avant que cette vidéo ne commence, je tiens à vous prévenir que celle-ci est décomposée en deux parties. La première qui est un guide qui vous expliquera comment choisir votre écran, et la seconde dédiée aux recommandations. Pour savoir à quel moment elle commence, deux timecodes s'affichent à l'écran. De plus, on a récemment ouvert un serveur Discord, vous pourrez nous rejoindre et parler avec nous d'informatique et autres. Bien entendu, vous ne serez pas les seuls, puisque celui-ci regroupe aussi la communauté Twitch. Bref, si vous voulez nous rejoindre ou passer nous voir en stream, les liens du serveur Discord et de la chaîne Twitch sont dans la description. L'écran est le périphérique le plus important, car c'est lui qui vous dévoile visuellement les performances de votre config. Il est aussi le périphérique le plus difficile à choisir, car beaucoup de critères sont à prendre en compte. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être compliqué, et pour commencer ce guide, on va parler du ratio. En tout, il existe une multitude de ratios, mais 3 sont vraiment utilisés. Le 16/9, le 21/9 et le 39/9. Il y a aussi le 4 tiers, mais plus vraiment utilisé aujourd'hui, qu'on laissera donc de côté. Pour commencer avec le 16/9, c'est celui qui est le plus connu, le moins cher et qui convient pour la plupart des utilisations. Il est très bon pour le gaming et suffit pour de la bureautique et pour faire du montage. C'est aussi le meilleur format pour record ou faire du stream puisque le format de base des vidéos est en 16/9. Le deuxième, le 21/9, est la version plus étirée du 16/9. Elle est excellente pour faire plusieurs tâches simultanément ou pour faire du montage. La timeline sera plus allongée, ce qui vous aidera dans la production de vidéos. C'est aussi un format qui peut vous plaire si vous jouez, mais il coûte plus cher et il faut plus de ressources pour le faire tourner. Et pour finir avec les formats, le 32/9. Et il est très pratique pour faire du montage avec son immense timeline et pour faire de la production avec son énorme espace de travail. Si vous jouez, vous serez vraiment dans le jeu tellement il est immersif. Au final, c'est un écran qui combine deux écrans 16/9 en un seul et sans bordure, mais à un prix beaucoup plus élevé qu'un simple double écran. Bien évidemment, vous pouvez avoir plusieurs écrans sur votre setup pour afficher plus de fenêtres ou pour avoir plus d'immersion. Mais cela demande également plus de ressources à votre PC, des ports graphiques supplémentaires et de la place sur votre bureau. Comme vous le savez tous, la taille d'un téléviseur se détermine par sa diagonale en centimètres. Mais pour un écran d'ordinateur, on va plutôt utiliser les pouces. Et pour que ce soit encore plus difficile, la taille des diagonales dépend des ratios. Vous ne trouverez jamais, du moins pour l'instant, un écran 21/9 en 27 pouces, alors qu'il en existe pour les 16/9. Toutefois, plus votre écran est grand, plus il prendra de place et il faudra l'éloigner de vous. Après, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de taille parfaite, en tout cas, il y en a quelques-unes qui ressortent du lot. On vous les affiche à l'écran. Vous avez sans doute déjà entendu dire que plus un écran est grand, plus il coûte cher. Eh ben, c'est en partie vrai. En partie parce que ça dépend des caractéristiques de l'écran, mais surtout des marques qui fixent le prix de leurs produits. C'est souvent qu'un produit coûte plus cher que d'autres, juste parce que la marque est populaire. Pour faire simple, la résolution, c'est le nombre de pixels qu'affiche l'écran avec le nombre de pixels en longueur et en largeur. Évidemment, plus la résolution sera élevée, plus l'écran sera cher. Les principales résolutions comme la 1080p, la 2K ou la 4K sont des résolutions mais uniquement pour les écrans 16/9. Donc encore une fois, la résolution dépend du ratio. Pour vous aider, voici à l'écran toutes les résolutions les plus utilisées des trois formats. Évidemment maintenant on pourrait mettre la 8K, mais c'est à mon sens une résolution trop spécifique et qui n'est pas destinée à tout le monde. Pareil pour la 5K, toutes ces résolutions ne sont pas assez répandues sur le marché, donc restons sur ce qui est le plus courant. Autre chose à savoir avec la résolution, c'est que plus elle est grande, plus elle demande de ressources à votre PC. Par exemple, pour du gaming, la 4K ne sera pas un avantage. Certes, elle procure de meilleurs détails, mais la fluidité ne sera pas au rendez-vous, à part si vous possédez un PC surpuissant. Dans ce cas, optez plutôt pour la 1080p, quitte à sacrifier quelques détails pour une meilleure fluidité. Parce que oui, la fluidité a un lien avec la résolution. Le taux de rafraîchissement, ou fréquence, définit la fluidité de l'écran. Celle-ci, représentée en Hz, donne le nombre d'images maximum que peut afficher votre écran en une seconde. Vous ne le savez peut-être pas, mais vos téléviseurs sont cadencés aux alentours des 60 images par seconde, soit 60 Hz. Ce n'est pas toujours utile puisque beaucoup de contenus sont filmés en seulement 30 images par seconde. Même si 60 Hz est devenu le standard niveau fréquence, sachez qu'il en existe, encore une fois, une multitude bien supérieure à 60 Hz, comme la 144 Hz, la 240 Hz, ou même encore la 360 Hz. Ce sont les fréquences les plus populaires, mais uniquement sur les 16/9. Pour les autres écrans, les fréquences sont assez similaires. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on ne va pas vous afficher toutes les fréquences. Il y en a énormément. Je préfère vous mettre des intervalles de fréquences pour mieux vous repérer et décider par vous-même dans quelle tranche vous souhaitez vous diriger. Lors de la sélection de l'écran, la résolution a un lien avec la fréquence. Vu que la résolution est ce qui demande en premier la puissance de votre config, la fluidité est forcément impactée par la résolution. Pour les gamers qui recherchent le maximum de fluidité, regardez en premier temps les benchmarks.
Ces benchmarks vous montrent les performances de votre PC, dans différentes situations avec différentes résolutions et différentes qualités. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre votre processeur et votre carte graphique dans la recherche de votre benchmark. Lorsque l'on parle du temps de réponse, c'est le temps qu'il faut pour que l'image affichée passe à une autre. Ce temps est extrêmement court et s'exprime en millisecondes. Ce temps de réponse n'est pas un critère important pour tout le monde, mais je conseille de ne pas avoir plus de 5 millisecondes pour tout type d'utilisation. En dessous de 5 ms, on ne perçoit pratiquement aucune différence, mais certains aimeront toujours avoir un écran très rapide pour s'assurer de ne rien louper. Maintenant, des écrans sont capables désormais de descendre jusqu'à 0,4 millisecondes, mais sachez que ça ne sert à rien, c'est juste du marketing pour attirer le client. Ce n'est pas faux, c'est sûr qu'il est à 0,4 millisecondes, mais 1 milliseconde est déjà amplement suffisant, même pour les joueurs pros. Certes, on pourrait croire que le temps de réponse est le seul critère à prendre en compte pour la réactivité, mais sachez qu'il y a aussi l'input lag ou latence si vous préférez, et une troisième due au taux de rafraîchissement. Généralement, les gens ne comprennent pas la différence entre l'input lag et le temps de réponse. Tous les deux parlent d'une durée, mais n'évoquent pas du tout la même chose. Le temps de réponse définit la vitesse à laquelle un pixel change de couleur, et la latence, le temps que va mettre une action exécutée sur le clavier ou la souris, jusqu'à ce qu'elle soit affichée à l'écran. L'input lag est aussi exprimée en millisecondes, mais elle n'apparaît que très rarement sur les fiches techniques. Pourquoi ? Parce que l'input lag dépend des périphériques, de vos composants et des traitements apportés à l'image. En tout cas, je ne vais pas vous expliquer comment la calculer, pour faire froid je ne sais pas du tout comment faire, et qu'il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte. Mais je sais qu'on peut l'améliorer en optimisant son PC. En plus de ces deux latences, il y a aussi celle due au taux de rafraîchissement. Peut-être que ça paraît étrange d'établir un lien entre le taux de rafraîchissement et une durée, mais tout est logique. Prenez un écran 60 Hz et un autre en 144 Hz. Le premier écran, on sait qu'il affiche 60 images à la seconde, donc pour trouver le temps que met une image à s'afficher, on divise une seconde par les 60 images. On trouve environ 17 millisecondes. Alors que si on refait le même calcul mais avec le second écran, on passe environ à 7 millisecondes. On a plus de 10 millisecondes de différence entre les deux écrans, et dans ce cas, avec l'écran 60 Hz, on ressent un réel décalage contrairement aux 54 Hz. Bref, ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais globalement, retenez juste qu'il faut au grand maximum 5 millisecondes de temps de réponse et que le taux de rafraîchissement impacte aussi la réactivité de l'écran. La dalle d'un écran est la partie où les images apparaissent. Sur le marché, on distingue 4 types de dalles qui affichent chacune des couleurs différentes. Bien entendu, les fabricants aiment bien apporter leur touche personnelle sur les teintes, mais ce n'est pas très flagrant. De toute manière, on peut les modifier via les paramètres de l'écran. Portez particulièrement attention à ce critère. Même s'il n'a pas l'air important, de mauvaises couleurs peuvent rapidement abîmer vos yeux. Et je pense qu'il est préférable de mettre plus d'argent dans un écran pour un meilleur confort. Comme première dalle, les TN, qui sont les plus connues car elles comportaient il y a quelques années les plus hautes fréquences et les meilleurs temps de réponse, pour un prix raisonnable. Maintenant, ce n'est plus le cas. Elles ne sont plus autant populaires et heureusement, puisque leurs couleurs sont affreuses et diffèrent selon le point de vue. Ensuite, on retrouve les dalles IPS, beaucoup plus utilisées qu'avant, puisqu'elles sont devenues moins chères et plus performantes. Elles ont des couleurs excellentes et on peut passer des heures dessus sans s'abîmer les yeux. On enchaîne avec la dalle VA, un mélange entre la TN et l'IPS. Les couleurs sont convenables, mais pas aussi bonnes que celles proposées par un écran IPS, mais elle a de très bonnes fréquences et domine de très loin le domaine des écrans incurvés. Pour finir, la dalle OLED, qui est tout simplement le meilleur choix. Elle est rapide et propose de très bonnes couleurs, mais elles ne sont disponibles que pour les téléviseurs, et coûtent assez cher. Ce serait bien qu'elles se démocratisent dans les écrans PC, vu qu'elles ont tous les avantages. Pour relier votre écran à votre PC, différentes connectiques s'offrent à vous. Le VGA, le DVI, l'HDMI et le DisplayPort. Le VGA est la connectique la plus vieille. Aujourd'hui, elle n'est plus utilisée car le signal qu'elle transmet est analogique, contrairement aux nouveaux écrans qui fonctionnent à l'aide d'un signal numérique. Ensuite, le DVI, qui est une connectique complexe qui se décline sous beaucoup de formes. Si vous pouvez éviter d'utiliser le DVI et vous tourner vers les deux prochaines connectiques, cela vous sera plus pratique. De plus, il commence à disparaître sur les modèles récents et puissants. La troisième connectique, l'HDMI, est la connectique la plus présente aujourd'hui. Seul problème, les cartes graphiques possèdent en temps normal un port HDMI et laissent place au DisplayPort. Ce dernier est la meilleure connectique que vous pouvez avoir, elle peut afficher jusqu'à de la 8K 60 fps. En 2020, beaucoup d'écrans utilisent encore l'HDMI, mais les écrans à haute fréquence, ceux destinés aux gamers, ont généralement une prise DisplayPort. C'est pour cela que les cartes graphiques possèdent plus de sorties DisplayPort que d'HDMI. Et pour terminer, il faut qu'on parle des adaptateurs. Il en existe énormément, mais il faut essayer de les éviter, car ils provoquent des pertes, de même pour les multiplicateurs de ports vidéo. Cela reste pratique dans certains cas, surtout si vous avez un PC portable qui n'offre pas énormément de ports vidéo. Tout à l'heure, nous vous avons parlé des fréquences, mais savez-vous qu'un problème lui est lié? C'est le tearing.
Le tearing est en quelque sorte une déchirure sur les images de l'écran. Cela est dû à une carte graphique plus puissante que ce que supporte l'écran. Si votre GPU envoie plus d'images que ce qu'affiche votre écran, les images risquent de fusionner entre elles, créant du tearing. Et dans le cas contraire, si votre GPU envoie moins d'images que ce que supporte votre écran, vous risquez d'avoir des images qui resteront plus longtemps que d'autres. Pour répondre à ce problème, Nvidia et AMD, les deux constructeurs de GPU, ont élaboré les technologies G-Sync et FreeSync. Ces deux technologies permettent d'éviter le tearing, mais depuis quelques mois, nous avons eu droit à l'Adaptive Sync, qui permet aux cartes Nvidia de communiquer avec le module FreeSync d'AMD et inversement. On pourrait continuer de parler des technologies internes aux écrans, mais celles-ci deviennent de plus en plus spécifiques. Nous allons donc nous pencher vers les caractéristiques externes de l'écran. La première que vous pouvez constater, c'est si votre écran est incurvé ou non. S'il l'est, ça permet d'avoir plus d'immersion dans les jeux, mais cela dépend de la taille de l'écran, où vous allez le placer par rapport à vous, et de la courbure de l'écran. Si vous regardez les écrans des joueurs pro, ils sont souvent en 25 pouces et ne sont pas incurvés, parce que pour eux ça ne sert pas à grand chose. Si vous faites du montage, privilégiez plutôt un écran plat. Les écrans incurvés donnent des formes différentes que sur des écrans plats, qui sont les plus répandus. De plus, vu qu'il s'agit d'un écran incurvé, vous allez certainement vous retrouver avec une dalle VA et non IPS. L'autre point à regarder, c'est les bordures. Généralement, plus vous prenez un écran haut de gamme, plus vous aurez des bordures fines, mais ce n'est pas toujours le cas. Les bordures n'impactent pas les performances, mais jouent sur l'aspect esthétique. Le dernier point que vous pouvez regarder, c'est l'ergonomie de l'écran. S'il monte haut, s'il pivote à 90 degrés, ou s'il a une connectivité VESA, qui lui permettra d'être positionné sur un support d'écran. Bref, il y a beaucoup de points sur l'ergonomie, et je vous laisserai regarder des fiches techniques. La partie guide de cette vidéo est désormais terminée. Nous allons donc pouvoir passer aux recommandations. Ces recommandations sont purement personnelles. Rien ne vous empêche de prendre ou de penser différemment. En plus, faire des recommandations sur les écrans n'est pas si évident que ça, car il faut prendre en compte le PC, l'utilisation, le budget et les envies. Mais on ne connaît pas les vôtres et on a fait de notre mieux pour vous aiguiller selon votre utilisation. Nous commençons cette partie par la bureautique. Dans ce domaine, on fait du traitement de texte, on regarde des vidéos ou on navigue sur internet. Tout ça ne demande pas un PC puissant. De même pour l'écran. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir une résolution et une fréquence convenable, telle que la 1080p en 60 images par seconde. Cela vous permettra de regarder des vidéos ou des films avec une bonne qualité et avec suffisamment de fluidité. Pour info, la majorité des contenus vidéo sont filmés en 60 images par seconde, donc rien ne sert de prendre plus haut. Après, si vous avez un écran 75 Hz intéressant, c'est toujours 15 Hz de gagner. Niveau temps de réponse, vous pouvez prendre du 5 ms, pas besoin d'avoir plus rapide. Pour ce qui est de la dalle, prenez une VA ou une IPS, mais évitez les TN. En termes de ratio, le 16/9 est parfait. Il prend le moins de ressources, est adapté au format des vidéos, et il est surtout le format le moins cher. Pour finir avec la taille, cela dépend de vous, si vous voulez un petit ou grand écran, ou même si vous souhaitez qu'il soit incurvé. Ensuite, pour faire du montage, si votre PC n'est pas très puissant, le 1080p au format 16/9 suffit. Surtout si vous comptez faire un double screen, que je vous conseille fortement. Sinon, si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez toujours acheter un 21/9, tout en considérant que la majorité de ces écrans sont incurvés et possèdent donc très souvent une dalle VA. Niveau fréquence, 60 Hz sera très bien, surtout si vous n'avez pas beaucoup de performance ou de budget. Pour ce qui est du temps de réponse, comme pour la bureautique, pas plus haut que 5 millisecondes. Et pour la dalle, partez sur de l'IPS si votre écran est plat ou VA s'il est incurvé. En termes de taille, à vous de choisir. Personnellement, pour choisir un écran, je regarderai ce critère en dernier. Le plus important sont les autres caractéristiques. Pour un PC correct, vous pouvez prendre la même chose, voire une résolution en 2K pour un 16/9. Sinon, la 1080p reste suffisante. Pour finir, avec un PC puissant, optez pour de la 4K 60 Hz au format 16/9 si vous avez le budget et les performances. Si vous préférez prendre un 21/9, vous pouvez prendre une résolution supérieure. Vous n'avez toujours pas une assez grande timeline? Pas de souci. Les 32/9 peuvent vous aider et sont là pour ça. À tenir compte que le budget changera radicalement. Si vous faites un peu de gaming et à côté du montage, vous pouvez envisager de mettre plus d'argent dans un écran qui dispose d'un meilleur taux de rafraîchissement. Pour la partie gaming, si votre PC n'est pas très puissant, prenez un écran 16/9. Cela permettra d'avoir de meilleures performances. La taille, c'est vous qui décidez, même si les 24 pouces sont souvent les moins chers et les plus utilisés. Ensuite, je vous conseille un taux de rafraîchissement de 75 Hz, jusqu'à 144 Hz. Cela dépendra de vos performances et de votre budget. Même si votre écran n'affiche pas toutes les images, au moins il laisse une marge si vous investissez dans un nouveau PC, surtout que 144 Hz, c'est vraiment bien pour jouer. En ce qui concerne la dalle, visez une IPS ou une VA. À vous de voir s'il sera incurvé. Et pour ce qui est du temps de réponse, encore une fois, 5 ms grand maximum.
Pour les joueurs qui veulent jouer avec un certain confort, regardez pour avoir un module FreeSync voire Adaptive Sync pour éviter les problèmes liés au tearing. Le modèle G-Sync serait bien, mais prenez l'Adaptive Sync qui sera aussi bien et coûtera moins cher. Pour ceux qui ont un meilleur PC, n'augmentez pas la résolution, prenez un meilleur taux de rafraîchissement, surtout si vous faites des jeux compétitifs. 144, 165, voire 240 Hz, même si vous n'arrivez pas complètement à les atteindre. Vous pouvez aussi changer le ratio, mais les performances diminueront. Et vu que vous avez certainement plus de budget, améliorez le temps de réponse en prenant 1 ou 2 millisecondes. Et pour ceux qui ont une très bonne config, restez sur du 240 Hz, voire 360 si vous avez vraiment le budget et que vous faites du compétitif à haut niveau. Mais sachez que la différence ne se fera pratiquement pas ressentir. Si vous souhaitez rester sur un écran 16 neuvième, mais que pour vous ça ne sert à rien d'avoir plus haut que 144 Hz, vous pouvez toujours améliorer la résolution en allant vers de la 2K. Sinon, pour des joueurs qui recherchent plutôt de l'immersion, vous pouvez prendre un écran plus large et incurvé, comme un 21 en 120 Hz, pour un minimum de fluidité, ou un 39 pour plus d'immersion. Après, pour le temps de réponse, 1 milliseconde voire moins serait parfait. Rien ne vous empêche d'avoir un double ou un triple screen pour payer moins cher, mais vous aurez toujours les bordures. Cette vidéo consacrée aux écrans est désormais terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. Ce fut la première vidéo sur les périphériques, et sans vous le cacher, elle est assez longue, et nous a pris beaucoup de temps à produire. Il y a beaucoup d'informations que l'on connaissait, mais il y en avait qu'on ne connaissait pas. Mais ne vous inquiétez pas, les prochains guides seront certainement plus courts et moins compliqués. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou sur notre serveur Discord qui est en description. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à liker ou même encore à t'abonner, ça nous ferait vraiment plaisir. Sinon, c'était LG.